111 anos, os primeiros japoneses chegavam ao Brasil para criar laços de amizade e fazer história. A maior colônia japonesa do país está em São Paulo. Hoje, uma paróquia recordou a data com uma celebração especial. E no Museu da Imigração Japonesa, a história de amizade entre Brasil e Japão está preservada numa exposição. No início da manhã, uma missa em ação de graças pelo aniversário da imigração japonesa. Frei Leonardo destacou as dificuldades da transmissão da fé cristã no início da imigração. O início era difícil, né? Falava da chofre dentro da água, não dissolve, assim, né? Não tinha integração, causa de diferença, não entender um outro, assim. Mas já passou esta história já, né? O Frei foi responsável pela vocação da irmã Alzira. Ela nasceu no Brasil, mas é filha de imigrantes. Na família de 6 filhas, ela e outra irmã se tornaram religiosas. Sinta-se muito agradecida, né? Principalmente pela cultura que nós recebemos, né? Que é uma herança assim, que acho que é muito valorizada hoje também, até no nosso país, né? Então, acho que o Japão conseguiu trazer aqui também coisas boas, positivas, e compartilhamos aqui com o povo brasileiro. Além da fé, Japão e Brasil têm longa história de intercâmbio cultural e econômico. Parte dela está preservada no Museu da Imigração Japonesa, na zona sul da capital. Uma história qui começou em 1900. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une communauté dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. On va parler de la communauté des Japonais brésiliens au Brésil. On parle souvent du Brésil et son métissage avec les Amérindiens, enfin les indigènes, les Caucasiens, les Noirs, tout ça, mais on parle jamais du métissage aussi avec les Japonais, parce que les Japonais ont quand même une place assez importante au Brésil, et je trouve que c'est pas assez mis en lumière, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, alors qu'ils sont très nombreux. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans, tout ça, quand j'allais au Brésil, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me demandais mais pourquoi il y avait autant de Japonais au Brésil. C'est quelque chose que je n'avais jamais compris. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre certaines choses, et j'ai aussi fait des recherches de mon côté et que je voulais vous partager sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur les Nippo-brésiliens, parce qu'en fait, pour dire les Japonais brésiliens, je sais pas si ça se dit en français, mais normalement on dit les Nippo-brasileiros, les Nippo-brésiliens, pardon, je vais dire brésiliens, n'importe quoi. Et je vais expliquer toute l'histoire, pourquoi ils sont arrivés au Brésil, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont là et le pourquoi du comment, en espérant que la vidéo vous plaise. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de ma vidéo, si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, c'est très important. C'est important pour moi de voir si tu aimes ce style de vidéo aussi sur ma chaîne, pour que je puisse faire d'autres contenus, parce que j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de thèmes. Surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Japonais viennent immigrer au Brésil? Déjà, il faut remonter en 1888, dont j'en avais parlé rapidement dans une de mes vidéos qui s'appelle Les Brésiliens d'Afrique, les Agoudas, que je te mets quelque part dans le i ici, ou ici, je sais plus, un des deux. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo aussi, qui parle aussi d'autres peuples brésiliens. En 1888, comme j'avais dit dans cette vidéo, la princesse Isabelle a signé un traité pour abolir l'esclavage. Ça a été un détail qui a été très important au Brésil, parce que c'est ça qui a déclenché l'immigration des Japonais vers le Brésil. Une fois que cette loi a été votée, vous vous doutez bien que les personnes qui ont été réduites en esclaves ont retrouvé leur liberté, donc elles n'étaient plus une main-d'œuvre gratuite. Le Brésil avait besoin d'un remplacement au niveau de la main-d'œuvre du pays, tout ce qui était travaillé dans les plantations, tout ça, vu que les personnes qui ont été réduites en esclavage ne pouvaient plus le faire. D'ailleurs, un détail aussi important dont j'avais fait mention dans une vidéo, je crois que elle s'appelle L'origine du samba. Donc le samba, c'est la danse traditionnelle au Brésil, que je te mets aussi quelque part dans le i ou quelque part ici. C'est qu'à la fin de l'esclavage, en fait, les colons n'ont pas voulu payer les noirs qui avaient été réduits en esclavage. Ils voulaient pas les payer en fait, c'est-à-dire que en gros, là, s'ils avaient besoin de payer quelqu'un pour une main d'œuvre, vu qu'ils avaient l'habitude que les noirs soient une main d'œuvre gratuite, quand l'esclavage a été aboli, ils n'ont pas voulu les payer, donc il fallait trouver une nouvelle main d'œuvre. Ils étaient prêts à payer pour une nouvelle main d'œuvre. Donc ça, c'est très important dans l'histoire. Ils ont commencé à être préoccupés, à se dire mais comment on va faire, qui va cultiver nos champs, qui va cultiver ci ou ça, comment on va faire, parce qu'eux ne voulaient pas le faire. C'est pas non plus la position qu'ils avaient dans la société de l'époque. Vu aussi qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient très peu de moyens au Japon, bah ils se sont dit que ça pouvait être un nouvel Eldorado d'aller au Brésil pour aller travailler dans les plantations et se faire de l'argent. Donc 10 ans après que la loi Áurea a été signée par la princesse Isabelle qui abolissait l'esclavage, en 1908, il y a eu la première vague migratoire des Japonais sur le sol brésilien. Ils étaient 791 Japonais immigrés pour la première vague migratoire au Brésil, à bord d'un bateau qui s'appelle Casato Maru. Et je sais pas, là moi je ne sais pas parler japonais, donc peut-être que je prononce mal, mais ça s'appelait Casato Maru. Ils sont arrivés dans le port de Santos, donc Santos c'est une ville juste à côté de Sao Paulo, hein, c'est collé.
Donc l'histoire des Japonais au Brésil a commencé à cette date-là et à cet endroit-là, à cet emplacement-là du Brésil à cette époque. Alors comme j'ai dit plus tôt, les Japonais ont fui le Japon à cette époque, ils ont voulu immigrer dans d'autres pays parce qu'il y avait quand même pas mal de familles qui n'avaient pas d'argent et puis le Japon d'avant, c'était pas du tout le Japon d'aujourd'hui, pour aller trouver un avenir meilleur, pour se faire de l'argent et surtout retourner au Japon après avoir gagné de l'argent. Sauf qu'en fait, rien ne s'est passé comme prévu parce que les Japonais qui étaient censés juste gagner un peu d'argent et rentrer chez eux, ils sont finalement restés au Brésil et ils ne sont jamais rentrés au Japon. Il faut savoir qu'à la première vague migratoire, il n'y a pas eu beaucoup de Japonais qui sont venus immigrer au Brésil, hein, comme j'ai dit c'était 791, c'est pas énorme du tout. C'est juste une petite vague parce qu'en fait les Japonais à l'époque ils préféraient aller immigrer vers les États-Unis. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas très nombreux au Brésil. 1910, donc 2 ans après la première vague migratoire, le flux migratoire s'est vraiment intensifié vers le Brésil. Tout simplement les États-Unis ont décidé de bloquer l'immigration japonaise vers les États-Unis. Donc à partir de 1910, les Japonais ont décidé d'aller au Brésil. Je ne veux pas dire non plus à contre-cœur parce que de base, bon, je vais dire quand même un peu, après je suis pas dans leur tête, mais je pense un peu dans le sens où leur pays de prédilection c'était les États-Unis. Donc une fois que les États-Unis ils leur ont bloqué l'accès, ils leur ont bloqué la migration, et ben les Japonais ils sont tous partis au Brésil et ça a commencé en 1910. Donc vous vous doutez bien que quand une communauté vient d'un pays, va immigrer dans un autre pays, forcément cette communauté-là crée sa propre communauté au sein du pays dans lequel elle immigre. Ça c'est comme dans tous les pays, ça a toujours existé. En tout cas à cette époque-là ça existait parce que les Japonais avaient leur propre communauté au Brésil. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres écoles japonaises où on parlait le japonais sur le sol brésilien. Ils avaient leurs propres journaux écrits en japonais. Clairement ils étaient libres d'avoir leur propre communauté et d'être entre guillemets communautaires et rester avec leurs traditions, rester avec les coutumes de leur pays, même si à cette époque-là ils étaient déjà bien éloignés de leur pays d'origine. Au Brésil à l'époque c'était vraiment pas du tout mal vu que les Japonais soient communautaires et leurs propres centres d'intérêt et leurs propres écoles parlent leur propre langue au sein du Brésil. Vraiment à l'époque c'était vraiment pas du tout un problème. Sauf que tout a commencé à changer à partir de la Seconde Guerre mondiale, donc en tout cas en 1945. Le Japon a perdu la guerre et en fait les Japonais n'ont pas accepté leur défaite. Et là je parle des Japonais en tout cas qui étaient sur le sol brésilien. Ils n'ont pas du tout accepté le fait d'avoir perdu la guerre. Ce qui s'est passé c'est quand le Brésil a décidé de déclarer la guerre au Japon, bah vous doutez bien que les Japonais qui étaient sur place, donc les Brésiliens japonais, ou plutôt les Japonais brésiliens, je dirais plutôt dans ce sens-là, donc le gouvernement brésilien a commencé à persécuter les Japonais qui avaient sur leur territoire en fait. Et de là ont commencé les problèmes pour les Japonais brésiliens sur le sol brésilien, parce que là c'est vraiment parti dans tous les sens. Ils ont été vraiment persécutés par le gouvernement brésilien, et comme ça a été le cas pour les langues allemandes et les langues italiennes, parce qu'il faut savoir aussi entre parenthèses, il y a une très grande communauté de descendants d'Allemands aussi sur le sol brésilien. Et en gros, comme ça a été le cas pour les langues allemandes et italiennes, la langue japonaise aussi a été interdite à partir de 1945 sur le sol brésilien. Ça veut dire que les Japonais n'avaient plus le droit de parler japonais. Ils ont fermé toutes les écoles japonaises au Brésil et les Japonais n'avaient pas le droit de faire des manifestations culturelles. Donc à partir de ce moment-là, on leur a enlevé tout le droit d'être japonais, même si c'est au sein d'un autre pays. On leur a enlevé leur identité. À partir de ce moment-là, le gouvernement brésilien s'est dit qu'en fait ça sera impossible d'intégrer les Japonais à la culture locale. Donc en gros c'est-à-dire que les Japonais n'auraient jamais pu réussir à s'intégrer, à s'assimiler aux Brésiliens, en tout cas à l'idéologie du Brésilien, parce que quand même le Brésil c'est un pays quand même assez récent, comme une terre d'immigrés, parce que tout le monde le sait que les vrais Brésiliens sont les indigènes en vrai. Ce ne sont pas les blancs, ce ne sont pas les noirs, voilà, ce sont pas les Japonais, ce ne sont pas les Japonais, mais les vrais, les natifs, ce sont les indigènes. Sauf comme vous savez, les indigènes aussi, ils ont été mis de côté. Donc peut-être que ça serait un sujet d'une autre vidéo. Bref, là le gouvernement brésilien s'est dit que les Japonais ne pourront jamais s'intégrer, ils ne pourront jamais être brésiliens, ils ne pourraient jamais s'assimiler à la culture locale. Même si le Brésil avait besoin de nouvelles main d'œuvre, parce que l'esclavage avait été aboli, vraiment, ils n'encourageaient pas du tout les Japonais à venir immigrer chez eux, quoi. Pour eux, c'était pas possible que les Japonais viennent, en fait. C'est pas que c'était pas possible, mais ils les encourageaient pas à venir, quoi. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi, en fait, ils les encourageaient pas à venir? Parce que c'était des personnes aussi pauvres, en tout cas à l'époque, les Japonais, qui venaient, à mon avis, servir de main d'œuvre pas cher, hein, je pense. Au contraire, c'était tout bénef pour eux. Alors pourquoi ils ne voulaient pas de cette immigration japonaise sur le sol brésilien? Bah tout simplement en fait au Brésil, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une loi ou plutôt une idéologie de blanchiment de la population afin de civiliser le pays. À la fin de l'esclavage, il y avait trop de personnes noires sur le territoire et ils se sont dit on va blanchir la population parce que là ça va pas du tout. Si tu veux connaître l'histoire, j'en ai parlé en détail sur ma vidéo sur pourquoi le Brésil est un pays métissé, que je te mets quelque part dans le i ici ou dans le i
ici. Et justement, les Japonais ne rentraient pas dans l'image du blanchiment de la population. Alors certes, les Japonais sont quand même blancs de peau, mais ils ont les yeux bridés, ce sont des Asiatiques, ce ne sont pas des Caucasiens. Ils ne rentraient pas dans cette idéologie du blanchiment de la population, car eux-mêmes étaient différents. Enfin, je ne vais pas dire différents, mais eux-mêmes, voilà, n'étaient pas caucasiens. Donc, il y a eu beaucoup de préjugés vis-à-vis des Japonais par le gouvernement brésilien qui ne les acceptait pas trop vraiment, qui les intégrait pas trop, qui voulait plus d'eux. Je pense qu'au tout début de l'immigration, ça allait, mais dès qu'il y a eu la guerre, dès qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ça n'allait vraiment plus du tout. Et entre parenthèses, j'ai oublié de préciser que les Japonais qui sont venus au Brésil pour travailler dans les plantations, tout ça afin de se faire de l'argent, c'était des paysans d'Okinawa. Donc ça, c'est un détail aussi important à savoir parce que c'est pas tout le Japon qui est parti migrer au Brésil, c'était principalement les paysans de la région d'Okinawa. Il faut savoir qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont été pas mal persécutés par le gouvernement brésilien. Vraiment, ils ont vraiment été pas mal persécutés. En 1941, il y a eu le ministre de la Justice qui s'appelle Francisco Campos, si vous préférez en français, a perpétué ses préjugés vis-à-vis des Japonais. Après l'interdiction de l'entrée de 400 Japonais sur le sol brésilien, il a dit, je cite, je vais lire la phrase parce que je la connais pas par cœur donc je vais la lire, en parlant des Japonais bien sûr. Son mode de vie est méprisable, représente la concurrence brutale à l'encontre du travailleur du pays, son égoïsme, sa mauvaise foi, son caractère réfractaire font de lui un énorme chancre ethnique et culturel installé dans une des plus grandes riches régions du Brésil. On parle de Sao Paulo, parce que oui, Sao Paulo, il me semble que c'est la ville la plus riche du Brésil, il me semble. Disons, il y avait pas mal de persécutions vis-à-vis des Japonais, en tout cas du gouvernement brésilien, et aussi des propagandes en tout genre, hein, vous voyez bien. Et donc moi qui pensais que les Japonais avaient été très bien intégrés au Brésil, que ça avait été facile pour eux d'être intégrés, en fait les Japonais ont galéré, et ça j'ignorais, ils ont galéré à faire leur place au Brésil, hein, parce que ça n'a pas été facile pour eux, que tout un gouvernement soit contre vous, enfin c'est pas évident quoi. Il faut savoir aussi quand les Japonais sont venus donner main forte au Brésil, ils cultivaient principalement des choses qui intéressaient le Japon. En fait ils faisaient un travail entre le Brésil et le Japon, enfin un travail. En tout cas, ils cultivaient des choses qui pouvaient intéresser le Japon. Dans un but, on va dire, communautaire, vu que dans leur tête, ils avaient pour ambition de retourner au Japon. Ils comptaient pas rester au Brésil, en fait. Ce qui intéressait principalement l'économie japonaise, c'était le coton, pour le textile japonais. Voilà, ça intéressait beaucoup le Japon, donc les immigrés japonais cultivaient beaucoup ça quand ils sont venus sur le sol brésilien. Au fur et à mesure du temps et des années, ils ont commencé à cultiver d'autres choses, telles que des légumes, tels que le riz, tels que le thé, et ils élevaient aussi des vers de soie. Bon, c'est pas très... voilà, c'est dégueulasse, mais bon, bref. Une chose aussi importante à savoir, quand les Japonais sont venus au Brésil, ils sont venus avec leur bagage culturel, héritage culturel. Je vous ai dit, ils avaient au début leurs écoles en japonais, ils parlaient japonais sur le sol brésilien, ils avaient leurs journaux écrits en japonais, et vous vous doutez bien qu'ils avaient aussi leur propre religion, qui était le bouddhisme et le shinto. À force d'être restés au Brésil, après je sais pas à quel moment ça arrivait, si ça arrivait après la Seconde Guerre mondiale, ou si ça arrivait au fur et à mesure, ils sont convertis au christianisme. Donc maintenant, la majorité des Japonais brésiliens que vous allez voir au Brésil sont chrétiens. Il n'y a que 25% de la population des Japonais du Brésil qui ont gardé leur religion de base, qui est le bouddhisme et le shinto. Il faut savoir que la plus grande concentration de Japonais au Brésil se trouve dans la ville de Sao Paulo. Ils ont aussi un quartier qui s'appelle Liberdade, et c'est le quartier japonais de Sao Paulo. Ils sont vraiment concentrés en majorité là-bas. Et il faut savoir aussi une chose très importante, qu'après le Japon, l'endroit au monde où il y a le plus de Japonais dans le monde, c'est à Sao Paulo. Donc c'est le deuxième pays où il y a le plus de Japonais au monde, c'est un truc de dingue. Après le Japon bien sûr. Donc malgré tout, les Japonais sont quand même restés au Brésil, ils ont quand même réussi à faire leur place. On a vu le fait qu'ils ont été assimilés, donc ils parlent plus leur langue natale, qu'ils oublient même leur langue natale, qu'ils ont même plus la nationalité japonaises, qui n'ont plus de lien avec ce pays, qui sont leurs racines clairement. Le fait qu'ils soient assimilés tant au Brésil, et ben finalement ils ont quand même réussi à trouver leur place, à faire partie intégrante du pays, faire partie aussi du patrimoine culturel du pays, aussi à ouvrir pas mal de commerces et être présents sur pas mal de secteurs d'activité au Brésil en tout cas. Personnellement, de ce que j'ai pu voir au Brésil, les Japonais quand même, les familles de descendants de Japonais ont quand même de l'argent, c'est pas des gens qui n'ont pas d'argent. Là-bas, ils ont de l'argent, ils sont en place, ils vivent assez bien. Je pense qu'au fur et à mesure des années, ils se sont bien installés au Brésil et qu'ils ont réussi à faire leur business et à se faire de l'argent. Il y a eu aussi un tournant très important au Japon dans les années 80. Donc le Japon manquait cruellement de main d'œuvre, il manquait cruellement de travailleurs. Donc ils encourageaient les Japonais brésiliens à revenir au Japon. Ils avaient besoin d'eux pour travailler dans leur pays d'origine. Ils les ont encouragés en leur facilitant le retour au Japon, en leur donnant des visas, pardon.
Parce qu'il faut savoir que vu que ces japonais-là, après de génération en génération, bah, ils sont devenus brésiliens finalement, ils ont perdu tout le lien avec le Japon, clairement. Si tu perds le lien avec ton pays, c'est que forcément tu n'as plus la langue, tu n'as plus la nationalité et tu fais plus partie de la patrie à laquelle tu devrais appartenir. Le Japon a commencé à octroyer des visas pour les japonais brésiliens afin qu'ils puissent revenir au Japon et retravailler sur leur terre, revenir chez eux, se familiariser avec le pays finalement qu'ils ne connaissent même plus, tout simplement qu'ils n'ont jamais connu en vrai, parce que ceux qui sont au Brésil ne connaissent pas le Japon en fait, enfin voilà. Dans les années 90, le Japon a décidé de carrément donner la nationalité japonaise à tous les japonais brésiliens afin qu'ils puissent retourner au Japon et être considérés comme des vrais japonais et qu'ils puissent rentrer chez eux. Et voilà, donc il faut savoir quand même que les japonais sont très nationalistes, ils aiment leur patrie. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu donner des passeports, enfin des nationalités aux japonais qui ne connaissaient même pas leur propre pays, afin qu'ils puissent revenir et se sentir japonais à part entière et pas exclus en tant qu'étrangers dans son pays, comme beaucoup d'entre nous connaissons en tout cas. Il faut savoir qu'il y a pas mal de japonais brésiliens qui sont retournés au Japon, donc ça c'est un truc quand même important à savoir. En tout cas à l'heure actuelle on compte plus de 270 000 japonais à être retournés sur le territoire. Ils constituent la plus grande communauté en Asie à parler portugais. Donc cette histoire, donc je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce qu'elle me fait penser un peu, même si c'est pas exactement pareil, elle me fait penser un peu aux Brésiliens d'Afrique qui s'appellent les Aguda, qui se trouvent dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Donc vraiment je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. Si tu veux mieux connaître l'histoire du Brésil, ça me fait penser un peu à eux, des gens qui ont été sur un autre pays, ils sont repartis chez eux, mais quand ils reviennent chez eux ils sont avec une autre identité. Ils sont partis de ce pays là parce que c'est quand même leurs origines, mais ils ont quand même une autre identité, ils ont quand même une autre communauté au sein même de chez eux et je trouve ça juste ouf en fait et je voulais vraiment vous partager ça avec vous. Donc voilà, j'ai raconté cette histoire dans les très grandes lignes, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Si tu veux vraiment connaître encore plus l'histoire des Nippo-brésiliens qui sont les japonais brésiliens au Brésil, je t'invite vraiment à faire tes recherches, je mettrai des liens en barre d'infos si tu veux pousser un peu plus loin la recherche. En tout cas c'est super intéressant et encore une fois je le répète, si tu aimes ce style de vidéo, vraiment mets un pouce bleu, c'est très important parce que j'ai besoin de voir si c'est des choses qui vous plaisent. Je puisse faire d'autres vidéos là-dessus, ce genre de sujets sur d'autres pays, tout ça, parce que moi c'est des trucs que je kiffe apprendre. Donc voilà, et puis n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si toi tu savais qu'il y avait des japonais au Brésil, si tu te posais la question, si tu t'es pas au courant, si tu connais justement des nippos brésiliens ou si toi-même tu l'es, n'hésite pas à le dire en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications parce que YouTube désabonne les gens. Donc c'est très important, je répète, d'activer la cloche des notifications. Pour toute mon actualité, de me suivre sur Instagram et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.